J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la crise chez les Verts. La gestion de l'affaire Bayou, blanchie par la justice, mais toujours mise à l'écart du parti, a réveillé la machine à divisions internes. Éric Piolle, le maire de Grenoble, critique la secrétaire nationale Marine Tondelier et parle d'une purge digne de la France insoumise. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez les écologistes? Cette crise est-elle surévaluée d'une certaine façon? Avant d'en débattre, première réponse en images avec Jérôme Rabier. Cela devait être une simple formalité. Marine Tondelier devait tranquillement être reconduite à la tête des écologistes lors d'un congrès en avril. Mais comme souvent, rien ne se passe comme prévu. La justice vient de totalement blanchir Julien Bayou, ancien secrétaire national de EELV, accusé par une ex-compagne de harcèlement moral et d'abus de faiblesse. Le parti s'est contenté d'un communiqué à minima, provoquant un malaise chez de nombreux militants et élus, jusqu'à quitter le parti pour Ghislaine Sonnet, sénatrice des Yvelines. Finalement, on n'était même pas en capacité de reconnaître les erreurs que nous avons commises que les écologistes ont commises lors de cette procédure, et puis au moins de pouvoir s'excuser humainement auprès de lui, parce qu'il est aujourd'hui dans une situation très compliquée, et je crois qu'à partir du moment où il y a une absence d'infraction, nous devions de reconnaître le fait qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs et qu'il était aujourd'hui innocent. Une affaire symptomatique pour elle du refus de trancher au sein du parti, notamment pour ne pas se couper du courant de Sandrine Rousseau, qui incarne une ligne plus radicale et écoféministe. Sa tendance mènera d'ailleurs une candidature opposée à celle de Marine Tondelier. Tout comme l'ancienne députée européenne Karima Delli, portée par l'aile gauche du parti, qui réclame un débat sur l'orientation politique des écologistes. Il va falloir affirmer une ligne politique, la travailler, la discuter, la mettre à la controverse, à la dispute démocratique et citoyenne. Et c'est comme ça qu'on grandira, et non pas quelque part en n'en parlant pas trop, de peur d'un jour ici, un jour là, etc. Ce qui fait que nous plafonnons. Tous reconnaissent cependant des capacités de rassemblement à Marine Tondelier qu'elle a montrées au sein du NFP, mais aussi dans le parti. Elle a d'ailleurs réuni derrière elle plus de 1700 signatures, dont tous les grands maires écologistes et une large majorité de parlementaires. Incontestablement, Marine Tondelier occupe l'espace médiatique, porte l'écologie et a joué un rôle déterminant, absolument déterminant, dans notre capacité à bloquer Matignon pour Bardella et dans notre capacité à construire le NFP. Mais certains l'accusent désormais de verrouiller le parti et, insulte suprême dans un mouvement habitué à la démocratie directe, de fonctionner comme LFI de façon verticale. Sa réélection devrait pourtant être largement assurée par les militants appelés à se prononcer. Avec l'affaire Bayou à moins de 2 mois du Congrès, les écologistes rattrapés par leur division. On en débat tout de suite avec Guillaume Gontard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur écologiste de l'Isère et président du groupe écologiste Solidarité et Territoire ici au Sénat. Sandrine Cassini, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au Monde en charge de la gauche. Frédéric Savicki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et vous publiez avec Igor Martinache La fin des partis avec un point d'interrogation, c'est aux presses universitaires de France. Est-ce que vous parlez de crise politique, Guillaume Gontard? Ou est-ce que c'est finalement, j'allais dire, les chicayas habituels à 2 mois d'un congrès? Alors ça dépend de quoi on parle, parce que si on parle de la situation politique nationale et même internationale, je parle des Verts. Oui, je pense que c'est hélas pas qu'une crise. Et si on parle des écologistes, non, moi je dirais pas que c'est une crise, c'est la vie normale, classique d'un parti politique, avec des moments plus ou moins simples, mais ça fait partie justement de la vie d'un parti politique. Et en réalité, moi ce que je vois, on est à quelques semaines, quelques mois d'un congrès. C'est assez logique. Je connais pas d'organisation politique sur lequel, forcément, chacun veut aller donner son orientation, donner son inflexion, se faire entendre. Ça me paraît tout à fait normal. Et cette séquence, en réalité, elle est tout simplement démocratique et je dirais, en réalité, très classique, en fait. Ouais. Sandrine Cassini, c'est quoi, une fronde interne que Marine Tondelier
affrontent. Oui, quand même, il y a une petite fronde interne. Ce qui est, juste pour tempérer un peu ce que dit M. Gontard, c'était que depuis l'élection de Marine Tondelier à la tête du parti, c'était fin 2022, elle vivait quand même sur un petit nuage. C'est vrai qu'elle avait, on n'entendait plus les Verts se disputer, elle avait réussi un grand rassemblement, elle a quand même réussi l'exploit à passer les européennes malgré un score catastrophique où le parti a fait disparaître, et ça c'est un énorme échec. Elle a réussi un peu à camoufler en rebondissant directement sur le NFP, donc ça c'était tout à son crédit. Et là, c'est aussi grâce à Emmanuel Macron qu'a prononcé la dissolution. On n'a pas parlé longtemps des européennes. Non, mais, bref, du coup, c'est vrai qu'elle a réussi à surfer dessus. Ça aurait pu être la catastrophe. C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit vent pas très favorable. Et cette affaire Bayou, quand même, qui la poursuit et qui n'en finit, qui finalement lui colle à la peau, dont elle n'a jamais su se débarrasser. Et ça, quand même, ça met en péril, ça remet un petit peu en cause les valeurs que prônent aussi les écologistes, où finalement, ils n'ont pas réussi. Elle aurait très bien pu laisser ça derrière elle, en fait, et elle ne l'a pas fait. Oui. Et ça peut continuer à lui peser. Et c'est pour ça que l'affaire Bayou, évidemment, on va en parler pendant ce débat, elle est intéressante parce qu'elle a des résonances par rapport aux valeurs, au fonctionnement interne du parti et à sa capacité à gérer ce type d'affaires. Il y a le maire de Grenoble. Alors là, on est vraiment sur le fonctionnement, la démocratie interne qui reproche à Marine Tondelier de l'avoir retiré de tous les canaux de discussion interne, de Telegram à WhatsApp. Et il parle, Éric Piolle, d'une purge digne de la France insoumise. Est-ce que c'est une énième crise dont les Verts ont le secret? Parce que c'est vrai que les Verts nous ont habitués, Frédéric Savicki, à parfois s'autodétruire, entre guillemets. Vous l'avez dit, le parti écologiste et les écologistes en général, c'est un parti qui a une culture un peu libertaire. Oui. C'est-à-dire que on n'aime pas le chef, on n'aime pas les chefs. Il y a un turnover très important. Quand on reprend l'histoire des Verts, des porte-paroles succèdent à d'autres porte-paroles. Les candidats à la présidentielle sont très rarement deux fois les mêmes. Pour les élections européennes, c'est un peu pareil. Là, le point de départ du clash, c'est effectivement une question de porte-parole réclamée par Éric Piolle. Oui, de quelqu'un qui a déjà occupé deux mandats de suite comme maire de Grenoble, qui a une position assez installée et qui voudrait en quelque sorte capitaliser sur sa notoriété, sur son expérience pour occuper cette position de porte-parole. On l'écarte au profit de quelqu'un qui est beaucoup moins connu, voire pas connu du tout. Bref, il y a cette culture-là qui est portée aussi par une structure très décentralisée. Hein. On parle du Parti vert, mais ce sont des partis régionaux qui sont agrégés, dans lesquels les instances régionales ont un rôle important, notamment pour définir aussi le choix des candidatures aux élections. C'est un parti dont la base locale s'est renforcée à l'occasion des dernières municipales. Hein. On a des élus quand même verts très importants à la tête de grandes villes désormais. Donc, évidemment, tout ça rentre en quelque sorte en collision avec la logique présidentialiste de nos institutions, qu'on aurait pu croire ou qu'on pourrait croire un peu aujourd'hui amoindrie à cause de la dissolution et puis de la reparlementarisation et surtout de la fin du fait majoritaire. Mais c'est toujours présent à l'horizon. Et donc, évidemment, on a cette tension permanente entre, d'un côté, ceux qui voudraient un parti où on débat beaucoup, où on définit collectivement et démocratiquement la ligne, et puis, de l'autre, certains qui se disent « mais on ne peut exister que si on a un leader fort, c'est un peu ce que disait Yannick Jadot, elle nous représente, elle nous incarne très très bien, et évidemment ça percute cette culture, et en plus il y a un congrès, donc c'est une bonne occasion, si on peut dire, de saisir ça. On va se concentrer un peu sur la place du chef, et je vais pouvoir vous entendre les uns les autres. Sophie, vous vouliez intervenir? Justement, je voulais revenir juste sur le fait que moi j'ai suivi ce parti pendant de très longues années, comme vous Sandra, et comme... Voilà, mais la question, c'est que je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est quand même beaucoup moins important comme crise que ce qu'on a pu observer par le passé. Première chose, effectivement, il y a une crise grave dont on reparlera, mais par rapport à ce que j'ai pu observer, à des batailles, à des violences et à des scandales qu'on peut énoncer si on veut, les écologistes ont toujours eu cette capacité à mettre sur le devant de la scène. Je ne pense pas qu'il y ait plus de scandales chez eux qu'ailleurs, mais ils ont cette capacité à la mettre sur le devant de la scène parce que c'est aussi cette tentation libertaire. Mais s'ils ont réussi à changer les statuts, il y a quelques mois, au moment juste après les européennes, si je parle sous votre contrôle, avant les européennes, juste avant les européennes, il y a eu ce changement de statut. Ça a été permis aussi parce qu'il y a une plus grande, un meilleur fonctionnement du parti.
Ça faisait longtemps que ça devait être fait. Et dans ce sens-là, je pense que le parti fonctionne plutôt mieux qu'il n'a fonctionné par le passé. Bon, est-ce que c'est si difficile d'être chef, au masculin ou au féminin, chez les Verts, Guillaume Gontard ? Chef. Et s'il y a une méfiance du chef, ce que nous disait Frédéric Lavicki. D'abord, je peux avoir un témoignage particulier parce que je ne suis pas adhérent des écologistes. Alors ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, vous n'êtes pas adhérent. Je suis président d'un groupe Écologistes Solidarité et Territoire dans lequel il y a des écologistes, du parti des écologistes, et puis d'autres écologistes qui ne sont pas forcément adhérents. C'est ce qui est plutôt d'ailleurs riche et intéressant, mais c'est le cas de beaucoup de groupes parlementaires. Et c'est vrai que du coup, j'ai été désigné comme président de ce groupe. Je ne suis pas adhérent, je ne suis pas encore. En tout cas, je suis très proche, effectivement, des écologistes. Et d'ailleurs, avec mon regard extérieur sur ce qui se passe, justement, moi, ce que je vois, c'est un parti très, très démocratique. Enfin, justement, qui est en capacité, c'est un parti qui aime bien déboulonner ses chefs. Moi, ce que je trouve intéressant, et aussi avec ce qu'a mis Marine Tondelier en place, c'est justement aussi une ouverture des écologistes sur des gens, justement. Et moi, j'ai été maire d'une commune de 200 habitants. Quand on est maire d'une petite commune, on n'affiche pas tout de suite, on n'arrive pas avec son drapeau vert et voilà quoi. On montre justement, on fait de la politique pour montrer ce que c'est qu'être écologiste et comment concrètement ça peut changer la vie des gens. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé, mais de montrer que justement ces élus qui existent, des gens qui se posent des questions justement dans la période dans laquelle on est un parti qui soit en capacité de les accueillir. Moi, c'est ce que je trouve intéressant et c'est pour ça que je pousse sur ça. Et là-dessus, je fais totalement confiance à Marine. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur l'art des Verts de déboulonner les chefs. Mais c'est pas très grave. Non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. En une phrase, c'est un parti qui dénonce le pouvoir des chefs, mais qui rêve d'avoir chacun son petit bout de chefferie. Ouais, peut-être. Oui, qui a renforcé. Sandrine Cassini. Alors, il dénonce, il prône, effectivement, il y a cette culture libertaire, il dénonce un peu la présidentialisation de la vie politique, sauf que là, dans les réformes qu'ils ont faites, on va élire Marine Tondelier. Enfin, le prochain chef des écologistes sera élu en suffrage direct auprès des militants. Oui. Donc, en fait, ils reproduisent le système de la Ve République à l'échelle du parti. Ça, c'est quand même intéressant. Mais en 2025, alors que le parti a été créé en 1984. Oui, mais donc on voit bien cette évolution. C'est une évolution lente et souvent qui est soumise à des va-et-vient et des allers-retours. Il y a deux grands chapitres. Hein. On va parler de l'affaire Bayou et on va parler des municipales, parce qu'on est à un an des municipales, et évidemment, c'est important. Mais quand même, parlons un tout petit peu de la présidentielle. À quel point cette méfiance vis-à-vis du chef fragilise les Verts dans les perspectives présidentielles? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne pense pas que justement, on n'est plus là-dedans. Enfin, à mon avis, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que pour une fois, c'est aussi pour ça que Yannick Jadot, etc., sont derrière, c'est que pour une fois, ils ont quand même quelqu'un qui a émergé dans le système médiatique depuis, qui a sa petite notoriété, la veste verte, tout ça, c'est très réussi, etc. Oui, vous racontez dans un article que le salon de l'agriculture, par exemple, avant-après, quoi. Voilà, il y a un an, on passe avec les caméras, personne se retourne, ou sinon, si ce n'est pour dire, mais qui sont ces gens? On est un an après, il y a des gens qui viennent, allez, on va la photographier, la veste verte, etc. Donc ça donne quand même à voir un parti qui se normalise et qui peut espérer avoir quelqu'un à présenter à la présidentielle. Donc ils ne veulent pas la déboulonner en réalité pour l'instant. Mais elle a quand même envie, visiblement, ses contempteurs disent, qu'elle n'a pas forcément envie, comme dans les autres partis, de voir émerger d'autres têtes qui pourraient lui faire de l'ombre. Parce que quelle est la particularité d'Éric Piolle? C'est quand même relativement normal que dans un parti politique, on pourrait s'étonner s'il n'y avait que Marine Tondelier, qu'il n'y ait pas d'autres tendances, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui veulent... je trouve que c'est assez logique. Mais c'est vrai que Marine Tondelier aussi a fait un sacré travail. Enfin, je veux dire, mine de rien, en très peu de temps, vous l'avez dit. Juste après les européennes, elle a incarné, elle a été présente. Elle a sa notoriété, etc. Et elle a su aussi tracer une ligne. Donc, mais par contre, effectivement, ce qu'on lui reproche aussi, sur l'affaire Éric Piolle, qui était quand même, attendez, c'était sa directrice de campagne. Je veux dire, c'est des gens qui sont proches, ils ne sont pas sur des tendances, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux. C'est l'épisode Piolle, ça montre ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de connu, quelqu'un qui se préparait à la présidentielle jusqu'à récemment, qui pensait même candidater dans une primaire de la gauche, enfin il ne l'excluait pas, on en a parlé avec lui l'année dernière, etc., et qui avait envie de s'impliquer, puisqu'il ne se représentera pas à Grenoble, dans the processus pour faire gagner la gauche en 2027. Et comme par hasard, c'est quand même lui qu'on dézingue.
Donc il y a aussi... Alors, je sais pas que M. Gontard n'est pas d'accord. Un mot là-dessus, ensuite on parle de l'affaire Bayou. Il y a des règles internes qui fait que voilà, donc du coup sur le voilà, les règles, effectivement, fonctionnaire, ça passe. On a sur Public Sénat et qu'on a sans doute des téléspectateurs assez quand même intéressés et connaisseurs de la vie politique. C'est toujours très compliqué, c'est vrai chez les Verts, mais partout, d'être à la fois chef de parti et candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire ces deux rôles crée une tension très compliquée. C'est-à-dire que le chef de parti, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire ce que faisait François Hollande très très bien, c'est-à-dire essayer de trouver la synthèse, ménager tout le monde, c'est à gauche, c'est à droite, son centre, etc. Et en même temps, qu'est-ce que doit faire un chef de parti, un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle ? C'est affirmer sa singularité, sa personnalité, mais aussi ses idées propres, et risquer d'être en tension. Et je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer actuellement dans cette mue, dont on verra si elle est de longue durée ou si elle est un épisode de l'émergence d'une candidate, c'est qu'elle a beaucoup de mal, en fait, elle va avoir beaucoup de mal à tenir ces deux rôles en même temps, quoi. Et d'ailleurs, François Hollande aime bien rappeler que quand il a été élu président de la République, il n'était plus chef de parti, que c'était Martine Aubry. Allez, ce qui fragilise... D'ailleurs, Marine Le Pen a fait la même chose la dernière fois, c'est qu'elle a passé la main... Mais dire aussi qu'on a quand même d'autres personnes de valeur chez les écologistes. On a vu Yannick Jadot, vous avez parlé d'Éric Piolle, Bruno Bernard. Enfin, je veux dire, on a des personnes qui sont aussi en capacité d'avoir un statut présidentiel. Allez, je referme le chapitre présidentiel pour ouvrir celui consacré à la gestion de l'affaire Julien Bayou, l'ancien député... enfin, il est toujours député, mais il est ancien député écologiste puisqu'il a dû quitter le parti visé par son ex-compagne. Alors, il n'est plus député non plus. Vous voyez, il me manquait. Heureusement que vous êtes là pour m'éviter une erreur. Elle a rectifié tout de suite. En tout cas, il était visé par son ex-campagne pour une plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Ça avait été dénoncé, on s'en souvient, en direct à la télévision, septembre 2022, par Sandrine Rousseau. Et il avait dû démissionner de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et à l'époque, son avocate, elle dénonçait déjà un règlement de compte politique. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. Sophie, vous aviez écrit dans le Figaro le premier papier qui révélait la plainte, et on était en juillet 2022. De quoi l'affaire Bayou est-elle le nom ? Eh bien, elle est le nom de colère, Thomas, de colère au pluriel. Innocenté par la justice d'une plainte pour harcèlement moral venant d'une ancienne compagne, Julien Bayou n'a pas eu de mots assez durs pour dire sa colère. Dressé contre la direction sortante du Parti des écologistes, l'ex-député de Paris balance ces mots comme d'autres balancent des noms. Frilosité, médiocrité, lâcheté, bassesse. Il aurait été abandonné, voire condamné avant d'être jugé. Des mots qui font mal à l'heure de leur congrès. Un règlement de compte aussi sur la scène médiatique. Alors que le Figaro Magazine choisit de titrer « Vive les hommes » en une du 8 mars, avec un manifeste de Frédéric Becbédé en faveur de ceux qui seraient bien plus fragiles qu'on ne le croit, on sent comme une envie de revanche au masculin. Et Julien Bayou voudrait-il surfer sur cet effet de balancier ? Eh bien, il jure que non. C'est ma hantise, m'a-t-il dit, d'être instrumentalisé et de nuire à la cause des femmes. S'il se défend et s'il attaque, dit-il encore, c'est au nom de sa femme ou de sa sœur. C'est pour un féminisme non dévoyé par des causes politiques, qui serait non dévoyé par des causes politiques, sauf que la députée Sandrine Rousseau, qui incarne chez les Verts une détermination féministe radicale, ne lâche pas l'affaire. C'est elle la première à s'être levée à l'automne 2022 pour l'accuser de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Et d'ailleurs, chez nos confrères de Sud Radio, ce mardi, elle refuse de s'excuser. Elle parle encore de Julien Bayou comme d'un présumé innocent. Eh bien, c'est une stratégie destinée à faire planer le doute par-delà la justice. Sandrine Rousseau se sent investie d'une mission qui lui donnerait tous les droits au nom d'une valeur supérieure, y compris celui de se tromper, de mentir, de s'arranger avec la vérité. On l'avait vu après une fausse accusation contre Éric Piolle, le maire de Grenoble. C'est un choix politique, mais c'est un choix risqué pour la cause des femmes, surtout dans un parti témoin comme celui des écologistes, qui ont toujours su faire de leur scandale, on pense à Denis Baupin, on se souvient de Nicolas Hulot, des affaires nationales. Est-ce que vous parlez de gâchis à propos de cette affaire, Guillaume Gontard ? Non, je ne parlerai pas de gâchis. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites comme ça. Effectivement, je pense qu'on aurait pu s'excuser de manière plus claire et plus forte, en tout cas affirmer le fait que, il y a eu un jugement qui a été clair et puis en prendre acte.
Moi, maintenant, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est justement, mais c'est ce qui vient d'être dit, c'est l'orientation que tout ça va prendre. Est-ce que l'orientation, c'est de dire présomption d'innocence, donc du coup, quelqu'un qui est mis en examen, quelqu'un qui va avoir une plainte, on ne ferait rien jusqu'au moment du procès et du jugement. On sait le temps de la justice et on voit bien que quand on est un groupe politique, quand on est une organisation politique, on doit avoir une parole politique. Et que je pense que pour le cas de Julien Bayou, de la même manière, quand il a eu cette plainte, je pense que j'ose même pas imaginer si le parti des écologistes n'avait pas réagi. Si on avait dit on va attendre, et on verra ensuite présomption d'innocence. C'était pas possible, c'était inacceptable. Moi aujourd'hui ici au Sénat, je suis un des premiers à essayer à militer notamment. On a une affaire l'affaire Guerriau qui est assez forte. Heureusement, M. Guerriau a décidé tout seul de ne pas revenir au Sénat. Moi, ça me pose question, c'est-à-dire quelle est la réponse politique de l'institution Sénat dans ce temps-là par rapport à ça. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Ouais. Et moi, ce que je salue quand même, c'est le courage quand même d'un parti politique, mine de rien, parce que c'est pas évident. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de laisser faire, de se dire, on met ça sous le tapis. On reparle mais ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on fait pas des erreurs. Moi, je pense par contre. Mais peut-être, mais en tout cas, on a évolué, on essaye d'avancer là-dessus. Moi, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut être très humble là-dessus. C'est pour ça que je pense de poser des excuses et de se dire, mais en tout cas, de ne pas abandonner. Pour l'instant, elles n'ont pas été posées. Oui, mais on a une vraie réponse à avoir. J'ai eu cette question-là dans mon groupe, puisqu'on a exclu quelqu'un de notre groupe au début de sa constitution. Justement, il n'y avait pas eu de fait de justice. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas eu, mais on a jugé collectivement qu'on ne pouvait plus travailler avec cette personne. Et je pense que la parole politique, le choix politique est différent du choix de la justice. Et là, on a à travailler. On a effectivement à travailler pour être beaucoup plus clair. Sandrine Cassini, par qui Marine Tondelier est-elle critiquée pour sa gestion du dossier Bayou par tout le monde, c'est un peu le problème. Et c'est qu'elle n'a pas pris parti et elle est restée dans une espèce d'entre-deux, essayant de tenir les deux bouts entre les féministes emmenées par Sandrine Rousseau qui lui ont cessé de lui dire non mais il y a les infractions pénales, mais il y a un comportement qui porte préjudice à la santé morale des femmes, etc. Et c'est de ça dont elle parle, en réalité. Donc ça va bien plus loin. C'est pour ça aussi que Sandrine Rousseau ne revient pas en arrière. Parce que, en fait, ce dont elle parle, c'est quelque chose qui va bien au-delà des comportements qui sont inscrits. Il est un peu dragueur, c'est ça, Julien Bayou? Ça veut dire comment, quand on est chef de parti, quelle est l'attitude à avoir sur ces questions-là vis-à-vis de jeunes militantes, quoi. Enfin, je résume, mais c'est un peu ça. Mais ce sont des choses qui existent dans les entreprises quand même. Oui, attention. Bien sûr. Oh là là, je ne vais pas nier. Alors là, je ne parle pas seulement de cette affaire-là, mais le harcèlement sexuel, la position d'un chef dans une entreprise. L'exemple des entreprises est intéressant. On a dans les entreprises des sanctions qui peuvent être prononcées, qui vont au-delà de la justice, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est le règlement intérieur ou qui la précède, mais en tout cas, on va avoir des dispositions qui vont être prises. Et c'est de ça dont elle parle. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux mettre sur. Sauf qu'en fait, en réalité, le problème quand même, principalement, c'est que là, ces règles n'existent pas. Donc là, c'est un peu un truc a posteriori. Ouais. Et d'un autre côté... Et qui s'est construit sur un cas. Exactement. Et d'un autre côté, un tas de gens qui sont des soutiens de Julien Bayou, mais pas que, mais qui s'interrogent sur... à la fin, c'est quand même quelqu'un qui est innocenté, dont on a brisé quand même la carrière politique. En fait, Julien Bayou, que s'est-il passé en juillet dernier? C'est qu'il n'a pas été réinvesti comme député, en fait. Donc, lui, sa carrière politique est terminée. Ça pose quand même question. En tout cas, donc, ces gens demanderaient pas. En tout cas, à ce stade, il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'une réhabilitation, Frédéric Savicki, ou une réintégration de Julien Bayou, elle est totalement inenvisageable par les écologistes. Je ne sais pas si aujourd'hui il la souhaiterait, d'ailleurs. Ça m'étonnerait, après ce qui s'est passé. Moi, ce n'est pas à moi de me prononcer sur si c'est souhaitable ou pas. Ce que je peux simplement noter, c'est que, si vous voulez, le parti
Parti écologiste, c'est un parti qui est le plus féminin et le plus féministe et depuis très longtemps. Donc évidemment, la conception interne du féminisme, de ce que c'est que justement un comportement de respect vis-à-vis des femmes, elle va bien au-delà simplement de ce que la justice considère comme étant du harcèlement, de la violence, etc. Ça passe par exemple par le fait de donner la parole alternativement aux hommes et aux femmes, de ne pas faire preuve d'agressivité dans la prise de parole, de évidemment respecter une parité stricte dans tous les domaines, de pratiquer l'écriture inclusive, de ne pas se montrer trop insistant et trop dragueur. Et vous avez greffé là-dessus un passé très lourd qu'ont en tête quand même tous les dirigeants et les militants qui ont parlé de l'affaire Baupin, de ceux qui avaient soutenu à un moment aussi la candidature de Nicolas Hulot, dont on savait très très bien effectivement qu'il avait des problèmes avec ça. Donc tout ça, plus le contexte dans lequel éclate l'affaire, qui est lié, souvenez-vous de l'affaire Quatennens quand même, qui a complètement... voilà. Donc tout ça, évidemment, ne pouvait conduire et ne peut conduire, on veut dire, y compris à certains et à certaines aujourd'hui, de continuer à dire oui, mais il va trop loin. Et c'est évidemment incompréhensible pour le commun des mortels, ou en tout cas ceux qui s'intéressent et qui observent ça, parce qu'on ne connaît pas ces sensibilités-là. Et du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté de la présidente à faire preuve d'autorité en dépit du renforcement, c'est qu'à un moment, elle aurait dû avoir le courage politique, prendre le risque en disant c'est pas grave, je vais mettre des militants à dos, c'est pas grave, les Français peuvent pas comprendre en l'état actuel des choses, et clairement dire on a fait, Julien Bayou, s'il veut revenir, il a toute sa place, et tant pis si ça... Voilà. Mais évidemment, là, la culture militante... Il y a eu 2 enquêtes internes. Oui, tout à fait, d'autant plus que de l'enquête interne, parce qu'il y a aussi une justice. Les partis politiques ont aussi leur règlement interne. Et là, il y a la justice et 2 enquêtes internes qui l'ont blanchi. Eh bien voilà, ça devrait simplement conduire... La présidente aurait pu dire, écoutez, à partir de maintenant, on va faire un code de bonne conduite, et à charge pour ceux qui vont rejoindre le parti, ou qui vont de le respecter. Mais dès lors que ce code n'existait pas, on ne peut pas, évidemment, continuer à lancer l'opprobre sur quelqu'un uniquement sur des motifs, on va dire, moraux que tout le monde ne partage pas. Ça dépend, parce que justement, c'est ce qui fait la distinction entre les motifs moraux qui, dans un parti qui n'est pas non plus une entreprise comme une autre, surtout en pointe sur les questions féministes, il peut y avoir des attitudes morales que l'on peut pointer du doigt ou dénoncer suivant une gradation qui lui est propre. Mais ce que moi je voulais juste ajouter comme point, c'est que c'est très compliqué ces affaires-là, et surtout dans un parti comme celui-là, on a parlé de sa tradition libertaire, on a parlé de tout ce qu'il est, sachant qu'il a été un lanceur d'alerte, que c'est un parti qui est extrêmement utile à la société. Mais c'est vrai qu'il ne fonctionne comme aucun autre. Et les femmes... Et on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, ce soit une opposition binaire entre hommes et femmes. Ça n'existe pas non plus. Parce que vous avez dans ce parti des hommes qui... Ils sont tous féministes, les hommes aussi. Mais voilà, mais il y a des hommes aussi qui se comportent mieux que certaines femmes. On a vu des hommes agresseurs défendus dans ce parti par des femmes aussi. Et qui sont revenus d'ailleurs aujourd'hui aux manettes. Et des femmes qui ont des comportements très agressifs. Exactement. Est-ce qu'il y a, alors je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que c'est une forme de cabale politique de Sandrine Rousseau contre Julien Bayou ? Est-ce qu'elle a instrumentalisé cette affaire pour se débarrasser d'un adversaire ? Écoutez, à l'époque, c'était un peu un soupçon. Est-ce que franchement, j'ai pas de... Je sais pas. En ayant suivi ce parti de près, vous ne pouvez pas répondre. Ce qui est sûr, c'était le cas. Pour Éric Piolle, c'était le cas. Après, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est vrai que c'est Sophie qui avait écrit en premier dans un papier du Figaro cette plainte, et c'est d'ailleurs, elle s'est appuyée beaucoup là-dessus pour se défaire de cette accusation. Après, le fait c'est que c'est elle qui en a parlé sur un plateau à 1 heure de grande écoute, et que ça, elle n'était pas obligée de le féminisme. Voilà. C'est elle qui a nourri la médiatisation. Elle a déclenché le point politique de Sandrine Rousseau repose sur le fait qu'elle est porte-parole d'un féminisme radical, très puissant. Je l'ai écrit dans... Pardon. Allez, Sophie, moi, je l'ai écrit très rapidement dans un article dans lequel ça ne fait 2 phrases dans mon papier. Oui, tout à fait. C'était pas un article consacré à l'affaire de Julien Bayou. C'était sur les violences sexuelles en général. Guillaume Gontard. Non, et puis je pense qu'aussi, même si voilà, mais je veux dire aussi de respect des décisions qui sont prises justement au sein du parti politique. Enfin, je veux dire, l'esprit collectif, il est aussi important, quoi. Et donc ça, je pense qu'il faut s'en rappeler. Après, il faut voir aussi que tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Julien Bayou, on dit, voilà, c'est de la faute de toute la procédure et de tout ce qui s'est passé. Je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de choses à revoir et à replacer. Mais à partir du moment où il y a une plainte, comme
comme il y a eu pour Julien Bayou, c'est quand on est en politique très compliqué, quoi qu'il en soit. Oui, ça très compliqué. Votre argument qui consiste à dire on vous aurait reproché de ne rien faire. Et donc on est obligé de toute façon d'agir. Et la question de dire est-ce que du coup il y a eu des actions d'un tel ou une telle sur des raisons politiques, des règlements de compte, on l'aura aussi toujours. On est dans un milieu politique où les choses justement s'interpénètrent et donc c'est complexe. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut le poser, il faut avoir la capacité. Et moi, c'est vraiment ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce que le retour de tout ça, ça va pas être de se dire, bon allez, c'est justement trop complexe, trop compliqué, alors que pour moi, ça me paraît essentiel. Et je pense qu'on peut arriver à trouver des lignes assez claires. Ça sera de toute façon jamais simple, parce que il y aura toujours un impact pour la personne qui a été mise en examen. Mais je constate aussi qu'on recule sur ce sujet-là. Il y a eu un moment, et c'était sous François Hollande, où tout ministre qui était mis en examen démissionnait. C'était une règle. Voilà. On dépasse les questions d'agression sexuelle, mais c'est très juste. Mais ce que je veux dire, c'était une règle pour dire, ça ne voulait pas dire que la personne était... mais on démissionnait. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je pense que là, il y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. Allez, il nous reste une douzaine de minutes dans ce débat et on va parler des élections municipales. Dans un an, ça va arriver vite, on votera pour les élections municipales. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. Rebonsoir Thomas. Allez, on se plonge dans le calendrier. Quelles sont les prochaines échéances pour les écologistes? Alors une fois le congrès du mois d'avril passé, tous les regards se tournent vers les municipales, on l'a bien compris, organisées en mars 2026, une étape importante pour le parti. En 2020, les écologistes ont remporté des victoires importantes avec des très grandes villes comme ici à Lyon où vous voyez que c'est Grégory Doucet à la droite qui a remporté la mairie. Voilà, on est vraiment tout de suite plongé dans les années 2020 parce qu'on voit les masques, les gels hydroalcooliques aussi. Voilà, Lyon, plus grande ville écologiste avec 500 000 habitants. On pense également à Strasbourg, qui a été remporté par Jeanne Barséguian, qui est ici à la droite de l'image. Et également, on va voir après des images de Bordeaux, où c'est Pierre Urmic qui a été élu. On aurait pu ajouter à cette liste Annecy, Besançon, Tours ou encore Poitiers. Là, c'est Pierre Urmic, donc le maire de Bordeaux depuis 2020. Le journal Le Monde, qui a fait l'historique de la progression du nombre de communes passées sous le pavillon écologiste depuis les années 90. En 1995, il n'y en avait qu'une, vous le voyez tout à gauche, c'est la mairie de Bègles, ville de 22 000 habitants dont Noël Mamère était le maire à l'époque. En 2008, un cap est franchi avec une ville de plus de 100 000 habitants remportée par Dominique Voynet, c'est Montreuil. Et on voit l'énorme progression en 2020 avec, au total, on passe le cap des 2 millions de Français habitant dans une commune dirigée au total par un écologiste. On parle à ce moment-là de percées spectaculaires. Oui, et puis alors il y a aussi toutes les villes où les écologistes sont un allié majeur de la majorité municipale. Absolument, et là on peut à nouveau multiplier les exemples, que ce soit à Paris, Marseille, Rennes, Nantes, Montpellier. Dans toutes ces villes, les écologistes jouent un rôle crucial dans la majorité municipale. Les écologistes qui espèrent rafler de nouvelles villes en 2026. Les cadres du parti de citer la ville de Saint-Étienne ou encore Limoges qui sont jugés prenables. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas perdre les communes acquises en 2020. En tout cas, l'enjeu est énorme pour le parti en 2026. Les municipales vont être l'occasion aussi d'un crash test avant 2027. Et après, la contre-performance a été rappelée de leur liste aux élections européennes. Vous avez tout juste passé la barre des 5%. Merci beaucoup. Quentin, effectivement, ce score des européennes, Guillaume Gontard, il a frappé, marqué et j'imagine blessé les écologistes. Comment leur redonner de l'espoir à un an des municipales, à tous ces sympathisants là? En réalité, je pense que l'espoir, on est dans une période complexe, je veux dire angoissante, qui fait peur. Donc on a ce repli sur soi, le populisme qui est assez facile. Moi, je pense que face à ça, et l'impression que les enjeux environnementaux, exactement. Enfin, en tout cas, on le voit bien et on le voit très bien au Sénat actuellement, avec les attaques continuelles. Alors moi, je constate les attaques à la fois continuelles sur les écologistes parce que ça gêne, parce que quelque part, en fait, on voit bien aussi que les écologistes, comme souvent, ont été non seulement en avance, mais apportent les vraies réponses. Et ça qui est important aussi, mais derrière ces vraies réponses, je pense qu'il faut aussi savoir donner envie. Je pense qu'on a besoin de travailler sur comment justement l'écologie permet de mieux vivre, elle donne du positif. Et je pense que c'est ça. Ces arguments-là, ils n'ont pas pesé aux européennes. Si, mais au niveau des municipales, je pense que justement, là, on a à s'appuyer au niveau des municipales, parce que là, c'est du concret, parce que là, on permet de montrer ce qui est possible, et on le voit dans toutes les villes écologistes. Vous avez cité Lyon, Strasbourg,
Bordeaux, etc. On a eu des projets très forts. Si je prends l'exemple des villes cyclables, on a les 6 premières villes en cyclables qui sont écologistes. La première, c'est Grenoble. La deuxième, c'est Strasbourg. Sur la question agricole, par exemple, Lyon a multiplié par 3 son budget sur l'agriculture et pour le passage en agriculture bio. Et donc, c'est 80 projets d'agriculture bio qui sont en place. Ça, c'est du concret. Sur Lyon aussi, on a la tarification sur l'eau, les 12 premiers mètres cubes qui sont gratuites. Voilà, on a le RSA jeune sur la métropole de Lyon. Donc vous dites qu'il y a un bilan sur lequel s'appuyer. Ça veut dire qu'en fait, quand on met des écologistes au pouvoir, ils pratiquent une politique écologiste et que ça avance, et qu'en réalité, on répond encore plus qu'avant, je dirais, à toutes les provocations qu'on a. Oui. La guerre en Ukraine, ça a montré quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux? On nous parle d'économie de guerre. Nous, on répond une écologie de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on disait sur la question de la transition, sur la question de l'adaptation, sur la question de la souveraineté, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique, sur la question en fait de l'autonomie et de la dépendance, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Oui. Sur la question du libre-échange notamment, nous, on a toujours été cohérents. Et donc, on voit bien que notre projet politique, en fait, il s'adapte plutôt très bien, justement, au moment. Oui. Est-ce que vous jugez Guillaume Gontard un peu trop optimiste, Sandrine Cassini? Parce que l'impression qu'on a, si on a parlé de la France, mais on peut regarder aussi dans d'autres pays européens les listes vertes qui ont souffert également. On est plutôt dans ce qu'on appelle le backlash, terme qui nous vient des États-Unis, sur ces. Je nie pas le bilan que vous êtes en train de nous dresser, mais j'ai l'impression qu'il infuse moins dans l'opinion aujourd'hui. Oui, effectivement, au niveau européen, les partis écologistes ne sont pas très bien sortis parce qu'effectivement, il y a quand même... Comment ? Donc je dis en Allemagne, pour le coup, ça n'a pas été... Voilà, mais je veux dire, dans le contexte actuel, il y a plutôt justement un maintien. C'est vrai que l'écologie n'a pas trop le vent... un peu moins le vent en poupe. Il y a une autre difficulté, c'est que tous les partis, il y a d'autres partis, notamment à gauche, qui se disent écolos. Donc, par exemple, ce qui s'est passé aux européennes, c'est aussi que les écolos ont parti une partie de leur électorat, soit au profit de la France insoumise, soit au profit de Raphaël Glucksmann. Donc, ce sont des cartes qui sont jouées par beaucoup de partis. Donc, il y a cette spécificité-là qui, finalement, est moins spécifique qu'avant, plus le fait que l'écologie, aujourd'hui, elle a un petit peu moins... Il y a un petit peu un retour de bâton sur le thème... c'est punitif, etc. Tous ces discours qui sont portés par la droite, l'extrême droite et même la droite conservatrice, qui finalement ont un impact quand même dans l'opinion publique. C'est la conjonction de ces deux phénomènes qui font aussi que c'est moins facile pour le parti des écolos aujourd'hui. Pour les municipales, il y aura quand même la question des alliances qui va se poser, parce que ça ne se gagne pas tout seul, une élection municipale. Donc, avec qui on s'allie, avec les écolos, avec LFI. Et ce qui est très différent avec le PS, ce qui est très différent par rapport à 2020, c'est que l'année prochaine, la France insoumise a décidé d'être très offensive sur les municipales. Et compte aussi en partie sur les écolos pour les aider à gagner et inversement. Donc cette question-là va falloir choisir. Il va y avoir négociation sur les villes et qui est tête de liste, ville par ville. Et avec qui on s'allie, etc. Alors Sophie, et ensuite je vous redonne la parole. Juste un mot, j'ai beaucoup observé le début de lancement de ces municipales. On avait parlé de toutes ces villes qui avaient été prises, entre guillemets, ou données aux écologistes. Il y a eu beaucoup... chercher, quand même. Ils sont allés les chercher, donnés par les électeurs, j'en pense. Mais on avait observé énormément de scandales au début. Vous vous souvenez, il y avait l'histoire du sapin à Bordeaux, il y avait l'histoire du Tour de France à Lyon, il y avait l'histoire de l'aéroport à Poitiers, à Tours, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose. Des mesures symboliques et qui choquaient une partie de l'opinion. Mais voilà, et c'était mal digéré. On avait le sentiment que les maires avaient du mal aussi à faire entendre leur voix particulière. On l'entend quand même beaucoup moins pendant la deuxième partie de mandat. Parce qu'ils se sont normalisés. Ils se sont normalisés, ils se sont adaptés, et je pense que ça, c'est peut-être une force. Et puis il y a peut-être aussi un principe de réalité, confronté notamment au narcotrafic qui touche toutes les villes de France. Mais bien sûr, à Bordeaux en particulier. Des maires écologistes tenir des discours qui ne tenaient pas avant. Mais oui, mais par exemple, le maire de Bordeaux, Pierre Urmier, qui a une vision très différente de celle des Insoumis sur la sécurité. Ils ont aussi entre eux des approches différentes, par exemple que celle du maire de Grenoble, Éric Piolle, et qui a sa spécificité. Guillaume Gontard. Non, mais je pense qu'aussi,
de voir et de s'apercevoir qu'en fait, les politiques qui sont mises en place fonctionnent, sont concrètes. Si, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, on a toujours eu, moi je l'ai vu à Grenoble, mais même avec la réélection en 2020 d'Éric Piolle de manière assez forte, enfin je veux dire assez claire, on a toujours ce sujet de l'impression que les écologistes sont illégitimes au pouvoir, quoi. Alors que pour le coup, on est à la tête des plus grandes villes, oui, mais parce que voilà, maintenant les choses s'installent, et c'est pour ça que je voulais revenir aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des grandes villes, mais moi j'oublie pas du tout tout le secteur rural et périurbain, parce que là aussi les écologistes s'installent. J'en suis, on est peut-être moins fort, et encore il faudrait regarder. J'en fais partie, mais en tout cas on avance et on travaille beaucoup sur ce sujet-là, et je pense que c'est aussi important. Derrière il y a les sénatoriales, mais je veux dire de s'ancrer. On va passer des communes rurales, Guillaume Gontard, si vous le voulez bien, à Paris, tiens, parce qu'il y a effectivement un enjeu majeur, la succession d'Anne Hidalgo. Yannick Jadot, il se voit déjà en candidat capable de réunir des gauches. En tout cas, c'est ce que disait la sénatrice Antoinette Guhl dans la matinale de Public Sénat. On l'écoute. En fait, la position de Yannick Jadot est simple. Elle disait, plutôt que de partir sur une primaire interne aux candidats écologistes, mettons-nous d'accord avant et présentons une équipe composée de l'ensemble des candidats écologistes, avec Yannick Jadot en tête de liste pour pouvoir devenir effectivement maire de Paris, et essayons d'agréger à cette candidature de Yannick Jadot les autres forces politiques de gauche. Mais là il a définitivement renoncé. Frédéric Savicki, est-ce que la sociologie électorale parisienne est favorable aux Verts, peut être favorable de la même façon d'ailleurs que la sociologie des autres grandes villes dont on a parlé est plutôt favorable aux Verts. Ça se retrouve aussi, même si c'est moins marqué dans les élections nationales, c'est-à-dire que les grandes villes concentrent des populations fortement diplômées, travaillant plutôt dans les domaines du secteur public, de la culture, de la communication, du social. Et donc ces groupes-là, effectivement, sont plutôt réceptifs. Alors, ce n'est pas des électeurs captifs, mais enfin, c'est quand même très réceptif à la question de la qualité de la vie, des conditions de logement, de transport, de verdissement, on va dire, des équipements publics, de lutte contre la pollution atmosphérique, sonore. Et voilà, donc évidemment, c'est bien pour ça d'ailleurs que la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est très, très en pointe aussi sur ces questions-là. Et si on pose la question aux Français, elle est peut-être perçue comme la plus écologiste des maires de France, d'ailleurs. Avec une conviction qui semble assez ancrée. Disons que ça pourrait se discuter dans les détails, mais en tout cas, sur la question notamment de la circulation automobile et du développement, c'est ce qui est le plus symbolique. C'est ce qui est le plus visible, disons, des Français. C'est la position des écologistes. C'est pour ça, encore une fois, même quand on est allié, on a ce rôle-là aussi de pouvoir. C'est bien parce qu'il y a cette menace-là réelle, et je pense que là, évidemment, la phase qui s'ouvre à Paris, c'est une phase de succession où les socialistes eux-mêmes sont divisés, et donc ça offrirait en tout cas potentiellement. Les écologistes sont divisés aussi, du coup, c'est pas. Alors c'est bien on retrouve évidemment. On a la même chose à Lille, je tiens à vous le signaler parce qu'on. À Montpellier. À Lille, à Lille, Martine Aubry a laissé la place. À la dernière élection municipale, les écologistes ont failli, à quelques centaines de voix, remporter l'élection municipale de Lille, et là il y a aussi une ouverture. Mot de conclusion, est-ce qu'il y a une opportunité pour les Verts à Paris, d'après vous? Oula Écoutez, ça ne semble pas tellement prendre le chemin, parce que c'est vrai que pour le coup, Marine Tondelier, alors ils n'aiment pas les chefs, mais en tout cas, elle avait beaucoup poussé Yannick Jadot et son entourage aussi. Et a raison, parce que c'est vrai qu'il a été candidat à la présidentielle, il est connu, ça paraissait être un candidat solide. Mais il n'a pas voulu, alors est-ce qu'il a eu raison ou pas, franchement j'en sais rien, se confronter à cette primaire interne. Du coup, ça laisse la place à des gens qui sont valeureux mais moins connus, et ça va être plus compliqué. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. À très bientôt sur notre antenne. Je vais rappeler, Frédéric Savicki, le titre de votre livre. Merci, c'est La fin des partis. C'est aux presses universitaires de France. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr. Vous pouvez nous réécouter, nous découvrir en podcast. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donner le rendez-vous de la matinale demain. Merci Sophie, le général. Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Je vous souhaite une belle soirée.